Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode d'Outlap. C'est votre tour de sortie du week-end, votre podcast hebdomadaire sur autohebdo.fr. Déjà le 7e numéro, on est ravis de vous retrouver une nouvelle fois. On parlera bien sûr de rallye, le WRC qui se déroulait au Chili ce week-end avec une victoire pour Kalle Rovanperä, déjà la 52e de la saison j'ai l'impression pour Kalle Rovanperä qui pourtant ne fait qu'un programme partiel, mais on reviendra surtout aujourd'hui sur Daniel Ricciardo, c'est maintenant officiel bien sûr, sa carrière en Formule 1 semble s'être arrêtée puisqu'en tout cas il ne disputera pas la fin de saison, il sera remplacé par Liam Lawson chez Racing Bulls. On va s'intéresser un petit peu à la trace que va laisser Daniel Ricciardo dans l'histoire de la Formule 1, avec notamment ses 8 victoires. On va vous parler un petit peu de tout cela aujourd'hui. On va inaugurer également une toute nouvelle rubrique, puisqu'on va répondre tout simplement à vos questions. N'hésitez pas, on vous mettra ça à partir de samedi sur autohebdo.fr. Envoyez-nous vos questions, que ce soit donc sur autohebdo.fr, mais également sur Instagram, sur Facebook, sur X, anciennement Twitter, comme on aime à l'appeler. Bref, envoyez-nous vos questions et on y répondra du mieux qu'on peut, bien sûr, on essaiera de vous apporter le plus d'éléments possibles. À mes côtés, on retrouve Dorian Canvier. Comment ça va, Dorian ? Ça va très bien, et toi, Michael ? Ça va très bien, ma foi. Écoutez, un joli lundi nuageux. Bien gris. Là, sur Paris. L'image qu'on a, oui, n'est pas très agréable pour l'instant, mais bon. Il ne pleut pas, c'est déjà un bon point. Oui, c'est également le podcast Evin Delia, ne vous en faites pas. Gonzalo Forbes est également avec nous, et je peux vous dire qu'il n'a pas l'air d'avoir très très chaud parce qu'il serre son maté, là c'est absolument incroyable. Ça va ? Ça va. Petit lundi, oui, sous la grisaille, sans Colapinto ce week-end, assez difficile, même s'il y a eu du Colapinto dans le magazine. Alors là, j'en suis ravi. Et oui, parce qu'on peut déjà vous le dire, vous retrouverez ça dès ce soir 20h, ce lundi, en version numérique. Un grand dossier sur Franco Colapinto et énorme dossier. Énorme dossier. Alors écoutez, à la hauteur de son talent. C'est un 42 pages, voilà. C'est un collector Franco Colapinto qui sort. Non, mais franchement, à mon avis, ce sera extrêmement sympa. J'ai hâte de le lire. Dorian aussi, j'imagine. Oh oui. Voilà. Oui. Bah, pour découvrir un peu ce jeune pilote qui est un peu sorti de nulle part pour nous Français, on va dire, qui est très connu en Amérique du Sud, mais c'est vrai que on le découvre de week-end en week-end et sur AutoHebdo, vous le découvrez encore plus. Non, Dorian, la bonne façon de le dire, c'est que nous le connaissions extrêmement bien déjà, puisque nous sommes des experts, mais on va le connaître encore mieux. Et ça, c'est extrêmement intéressant, bien sûr. Allez, on va débuter cette émission, on va parler de Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo, ça y est, ça semble être le clap de fin, parce qu'autant quand il avait quitté la Formule 1 fin 2022, après des années plutôt compliquées chez McLaren, il le vivait plutôt bien, voilà, il avait besoin de ce petit break. Là, on a pu voir à Singapour que le pilote australien ne le vit clairement pas bien. Cet arrêt qui a été totalement imposé, de toute façon, par Helmut Marko et par Racing Bulls, et sans cette possibilité véritablement d'exprimer, en tout cas, tout ce qu'il voulait, et de faire la véritable sortie peut-être qu'il méritait. Mais on voulait revenir un petit peu sur la trace qu'il va laisser, Daniel Ricciardo, parce que je trouve que c'est un sujet assez intéressant, dans le sens où j'ai été surpris de voir à quel point, justement, ça a l'air d'avoir beaucoup ému, ça a l'air d'avoir beaucoup marqué une bonne partie des fans de Formule 1 et des observateurs, cette sortie de Daniel Ricciardo. On rappelle simplement rapidement, Daniel Ricciardo, c'est 8 victoires en Formule 1, ça le rend 39e au classement du nombre de victoires, ex aequo avec Jackie Ickx et Denny Hulme. Jackie Ickx qu'on ne présente plus, et Denny Hulme qui a été champion du monde en 1967, donc c'est quand même plutôt pas mal en termes de victoires. Mais Gonzalo, je vais me tourner vers toi. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme trace dans l'histoire de Daniel Ricciardo ? Sera-t-il considéré comme l'un des grands ? J'ai vu le mot légende passer sur les réseaux sociaux, oui. Ce qui m'a un peu irrité. Oui, c'est toujours le problème avec Daniel Ricciardo. On sait que niveau talent, il n'en a jamais eu vraiment de question. On sait que c'est un très bon pilote. Mais légende, je sais pas. C'est vrai que dans le paddock, quasiment tous les pilotes ont fait un post sur les réseaux sociaux pour le remercier. Ça, c'est sûr et certain qu'en termes de personnalité, je pense qu'il était unique en son genre. Toujours son sourire qu'il a distingué des autres. Moi, je pense qu'il y a ce côté-là qu'il a sauvé longtemps pendant sa carrière, ce côté d'avoir une grosse fanbase, comme on dit, d'être toujours le sourire du paddock, d'être toujours ce pilote un peu moins protocolaire que les autres, plus détendu, qui s'affiche sur les réseaux sociaux, les tatouages, les virées en Australie en moto, tous ces trucs. Mais sportivement, oui, il laissera quand même une place. Il y aura une trace de lui quand même. 8 victoires, c'est pas rien. Ça reste que 2 de moins que Bottas, par exemple. Ça reste plus que Pérez. C'est plus que Leclerc aussi. C'est plus que Leclerc. Mais bon, Leclerc n'est pas à la fin de sa carrière. Voilà, c'est pas terminé. Bottas et Pérez qui en sont pas très loin, je pense. Bon, ouais, moi, je suis mitigé sur. Je ne mettrai pas légende. Je mettrai très bon pilote, ça c'est sûr. Mais qui restera pas, en tout cas, auprès de moi, comme l'un des meilleurs
qui soit passé. Moi, je dirais plus peut-être le mot personnage, un peu à la manière d'un Raikkonen, d'un Montoya. Alors là, on est dans un autre registre, hein, mais c'est pas une légende pour moi. C'est un très bon personnage de la Formule 1. Comme Gonzalo a dit, très souriant, très fun, très apprécié, que ce soit des autres pilotes ou des fans. Après, il a quand même un petit palmarès assez sympathique, hein, 8 victoires, c'est pas rien. Je pense notamment le fait qu'il soit très apprécié aujourd'hui, c'est notamment dû un petit peu à cette frustration de ne pas l'avoir vu lutter pour le titre. Alors qu'il avait vraiment la capacité, lors des années Red Bull, on pense notamment quand il était face à Verstappen, où on sentait qu'il avait le talent pour peut-être viser plus haut que simplement des victoires. C'est 2018 notamment. 2018 où il fait un énorme début de saison avec 2 victoires. Et puis qu'il a ensuite beaucoup de problèmes mécaniques, notamment. Et beaucoup de malchance, beaucoup de problèmes mécaniques, et on sent que ça l'a vraiment... moralement aussi, ça l'a un peu atteint, et c'est depuis ce moment-là où il a perdu de niveau. La saison 2020 chez Renault, c'était une très bonne saison pour lui, mais dans une écurie de milieu de tableau, donc c'est pas vraiment comparable. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui le rend un peu apprécié des gens, c'est que on a l'impression que c'était un champion du monde en puissance et qu'il a jamais pu réaliser son rêve, et c'est quelqu'un qui est très expressif, que ce soit du bon ou du mauvais côté. On se souvient aussi de Monaco en 2016 où c'est une des rares fois on l'a pas vu, on le voyait pas sourire, hein, alors qu'il a un sourire naturel, et voilà, donc il y a ces petits moments de frustration dans sa carrière qui le rendent aussi adorable, et voilà, donc pour moi c'est un personnage de la F1, pas une légende, ça aurait pu, mais voilà. Je suis assez d'accord, oui, c'est vraiment le côté personnage. En termes de pilote et de traces qu'il va laisser, tu as cité Montoya. Je trouve qu'on est un peu dans le même état d'esprit, effectivement. Même si Montoya, lui, était arrivé, revolé de plusieurs titres. Enfin, je trouve, Montoya était peut-être un peu meilleur en tant que pilote pur. Ricciardo, je le mettrais à un niveau d'un Mark Webber. Peut-être. Un peu Mark Webber plus. Dans le sens où, oui, il aurait peut-être mérité de jouer un titre, mais je trouve que ça aurait peut-être été plus circonstanciel que vraiment... je trouve que Ricciardo, il est un cran en dessous des Verstappen, des Hamilton, des pilotes qui vraiment jouent le titre. En dessous, mais moi je le mettrais quand même un peu au-dessus de Weber. Moi, c'est quelqu'un sur qui j'aurais pu faire opposer un projet, typiquement s'il n'y avait pas eu Verstappen chez Red Bull, ou que Verstappen n'avait pas pris cette dimension-là qu'il a rapidement pris chez Red Bull. Ça m'aurait pas choqué que Red Bull se dise cette année-là, on va tout miser sur toi, on sent qu'avec toi ça peut y aller. On l'a vu 2018 avant que on va dire la roue tourne comme dirait Alex. La roue tourne à tourner. Où tout a commencé à vraiment mal s'emballer pour lui, les tensions à l'interne, avec Verstappen, certes il y a eu toujours une bonne relation publique, mais on sentait quand même qu'il y avait un peu de crispation, donc je le mettrais quand même au-dessus d'un Weber. Weber il est vraiment arrivé en pas serviteur d'un Vettel, mais on comprenait qu'on n'allait jamais le mettre tout en haut. Même quand il y avait des consignes d'équipe, Vettel ne les respectait pas, et c'est pas pour autant qu'on affichait Vettel et que Red Bull le punissait. Donc pour moi, ça reste quand même meilleur que Weber, et non, je le mettrais pas au niveau d'un Hamilton ou Verstappen, parce qu'il manque ce côté-là quand même, où il va chercher ce qu'il n'a pas vraiment. Après, il va nous laisser ses traces, ses grands freinages, ses attaques, ses coups de volant, où il avait quand même un côté racer qu'on voit un peu moins aujourd'hui. Mais loin de ce qu'est une légende aujourd'hui. C'est vrai que dans cette F1 où tout le monde est extrêmement rapproché, toutes les voitures sont très semblables, il arrivait à freiner 30 mètres plus tard que tout le monde, il avait quand même un côté très différent, et c'est rare de réussir à se distinguer de ce point de vue-là et d'être justement un pilote différent des autres, donc ça c'était assez impressionnant. Bon, effectivement, si on regarde toute la liste des freinages un petit peu en catastrophe qu'il ait pu faire, beaucoup sont faits sur Valtteri Bottas. Donc peut-être que ça veut plus dire de choses sur Bottas que sur Ricciardo, ça je suis assez d'accord, mais il y en a aussi des très très bons. Mais la bagarre, je crois que c'était avec Vettel quand ils étaient ensemble chez Red Bull, où ils passent d'un côté puis de l'autre à Monza. Il y avait vraiment un côté, une science de la course. Les Anglais appellent ça aussi le côté awareness. Vraiment, il comprenait tout ce qui se passait autour de sa voiture. On l'a rarement vu faire des grosses erreurs. Sauf peut-être quand il faisait une marche arrière à Bakou. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver, bien sûr, mais je pense aussi, on évoquait sa personnalité, je crois qu'il fait partie de ces pilotes, et je mettrais aussi Sébastien Vettel dedans, mais vous allez comprendre ce que je veux dire par là, mais où leur sortie est amplifiée par l'arrivée des réseaux sociaux et par Drive to Survive et tout ce genre de choses.
C'est-à-dire que si on regarde de manière très factuelle, très terre-à-terre, les performances en fin de carrière pour Ricciardo ou pour Vettel, même si chez Aston Martin il a un peu repris des couleurs, on se dit, bon ben voilà, il quitte la F1, mais à ce moment-là, ce ne sont pas des pilotes du haut de l'affiche qui s'en vont. Mais grâce justement à ce côté personnel qu'on a pu découvrir beaucoup plus ces dernières années, et où beaucoup de fans se sont justement beaucoup plus accrochés à ce côté-là, ça en fait un événement. Je crois que le Twitter de la F1, on est à 19 000 tweets à peu près sur Daniel Ricciardo maintenant, on n'en peut plus. Mais ça prouve aussi l'impact qu'a eu Ricciardo sur cette nouvelle frange de fans. Je ne sais pas si c'est peut-être c'est clair, hein, je pense, selon moi, Daniel Ricciardo est en grande partie responsable un peu de cette arrivée de nouveaux fans via Netflix. C'était un des personnages principaux de la première saison, hein, si vous vous souvenez bien. Les gens, avec la décision. Il devait partir chez Renault. Exactement, il y a eu toute cette histoire-là, mais même au-delà de ça, il y a le personnage aussi, justement, qui est très souriant, qui est très drôle, qui marche bien, on dirait presque un acteur, en fait, sans vraiment le vouloir, mais c'est juste naturellement, il est comme ça. Et oui, la F1 peut remercier Daniel Ricciardo, parce que je pense que grâce à lui, il y a énormément de fans qui ont commencé à regarder d'abord la série, puis après la discipline. Donc il y a ça aussi, il y a toujours dans ce côté un peu personnage, c'est que Daniel Ricciardo en fin de carrière, comme disait Gonzalo tout à l'heure, je pense qu'il a eu quelques chances supplémentaires que d'autres n'auraient pas eu, grâce notamment à son statut, sur le fait que ça soit quelqu'un de très apprécié. Bankable, comme disent. C'est que évidemment avoir un Ricciardo, ça te permet aujourd'hui, vu que tout est pensé argent en F1, marketing, tout ça, avoir un Ricciardo, c'est avoir un bon client pour vendre ton équipe, vendre des sponsors, le faire participer aux opérations commerciales, etc. Ça, évidemment que c'est mieux que d'avoir pas Yuki, mais Yuki ça reste un bon client quand même, mais c'est pour moi ce qui a permis vraiment, comme dit Dorian, à Ricciardo de suivre ces 3-4 dernières années à peu près, parce que même chez McLaren ça marchait pas fort. Pas du tout. McLaren il a eu une saison en trop, on va dire, et là chez Racing Bulls il a eu une chance qui est presque inespérée dans le clan Red Bull en plus, hein, et pour le coup certes il n'est pas hyper loin au classement de Tsunoda, mais sur ce qui est la performance pure, sur ce qu'on juge la F1 aujourd'hui, il est loin de Tsunoda, et il est loin d'être proche de lui et de pouvoir prétendre au fameux baquet Red Bull dont il était question. Avec un gros manque de régularité en fait, parce que Ricciardo il fonctionne comme ça, et ça a été tout au long de sa carrière un peu comme ça, avec des pics de performance. C'est ça. Mais justement, on disait tout à l'heure qu'il a jamais vraiment joué le titre de champion du monde, c'est aussi une des raisons, c'est que c'est quelqu'un qui a des hauts qui sont très hauts, des bas qui sont très bas, mais qui n'arrive pas à être régulier sur plusieurs Grands Prix. Mais tu vois, tu parlais du côté bankable avec Yuki Tsunoda, moi je trouve que c'est justement le très bon point à soulever, c'est qu'il en a vu maintenant des équipiers Yuki Tsunoda chez Racing Bull, sur AlphaTauri et tout ça. Il n'a jamais été sérieusement considéré pour aller dans l'équipe Red Bull, alors qu'on a fait venir Nick De Vries qui devenait soudainement le patron de l'équipe. Liam Lawson a de grandes chances d'être peut-être le futur pilote Red Bull s'il performe bien ici en fin de saison et peut-être l'an prochain. Et Daniel Ricciardo était venu pour mettre la pression sur Perez, alors que Tsunoda en performance les bat, en tout cas assez régulièrement. Mais c'est peut-être justement ce petit côté-là qui manque. Et pourtant, c'est un bon client, Yuki. Il est exceptionnel à la radio, en plus, quand on voit même les opérations marketing. Il est très drôle. Il est drôle. Même l'autre jour à Singapour, ils avaient fait la même chose. C'était quand ils avaient rencontré les fans, ils avaient dit à chaque paire de pilotes, si tu dois faire un escape game, c'est avec qui ? Et quasiment tout le monde a choisi Yuki parce que son côté fou, son côté petit. Donc oui, ça a toujours été assez dur pour lui. Mais bon, face à un Ricciardo, c'est vrai qu'un Ricciardo prend toujours la lumière, ce grand sourire qu'il a. Donc, il y a de ça, et puis faut pas oublier non plus que Tsunoda, c'est à moitié pilote Red Bull et à moitié pilote Honda. Bien sûr. Honda qui ne sera plus le motoriste de Red Bull en 2026, donc je pense que Red Bull ne veut pas vraiment miser sur lui, dans le sens où Tsunoda, imaginons qu'il ait une offre chez Aston Martin qui sera motorisée par Honda en 2026, j'en doute fort, mais qu'il irait plutôt suivre Honda que suivre Red Bull. Donc il y a de ça aussi. Et puis je pense que ces nombreuses sorties à la radio qui sont un petit peu virulentes depuis le début de sa carrière font aussi que au niveau de l'image, peut-être que Red Bull ne veut pas vraiment non plus, même si ils ont un Verstappen, voilà, mais est-ce que justement non, mais ils veulent pas avoir deux dans le même poulailler, c'est ça, deux pilotes au fort tempérament. La machine à bip fonctionnerait énormément chez Red Bull. Là, ce serait. Il y aurait beaucoup de journées de travaux d'intérêt. Voilà, c'est.
Ah mais si la FIA a besoin justement voilà, de gens pour aller assister, ils peuvent compter sur Max Verstappen et Yuki Tsunoda, donc ce serait plutôt pas mal. En tout cas, voilà, on voulait revenir sur un petit peu ce qu'était Daniel Ricciardo en Formule 1. Maintenant, peut-être qu'il reviendra, on n'est jamais à l'abri, hein, on peut toujours être surpris, bien sûr, mais là, ça semble quand même assez final pour Daniel Ricciardo qui a donc quitté la Formule 1 à l'issue du Grand Prix de Singapour. On le retrouvera peut-être ailleurs. Je rappelle qu'il y a un excellent article sur Autohebdo qui... Écoutez, nous on sert un petit peu, voilà, si on peut conseiller, on est là, on est gentil, donc on dit, voilà, Daniel Ricciardo, il y a des places ailleurs, les voici, on verra s'il nous écoutera ou non, et on suivra en tout cas toujours avec grand intérêt ce qu'il fera après la F1 aussi, parce qu'à mon avis, il y aura de quoi faire. Moi, je reste convaincu qu'une chaîne de télé l'embauche, hein, c'est absolument ce qu'il faut. Un Daniel Ricciardo qui discute sur la F1 pendant les Grands Prix et tout, ça peut être formidable. Il y a ça, et puis déjà oui, c'est parce que c'est un personnage, puis on sait qu'il aime beaucoup la NASCAR notamment, qu'il a commencé un petit peu à suivre le sport auto via la NASCAR, donc moi ça me choquerait pas de le voir aux États-Unis courir même dans des petits championnats un petit peu pour se faire plaisir, parce que c'est un mec qu'on a l'impression quand même qu'il aime le sport auto, il aime ce qu'il fait, et ça me choquerait pas qu'on le revoie. Mais pas dans une reconversion à temps plein au WEC. Oui, je le vois pas intéressé. Éventuellement, s'il y a une place dans une hypercar cliente au Mans ou qu'il y a une place qui se libère, mais je le vois pas aller faire une saison de WEC. Moi, je le vois, un intermittent, soit en NASCAR, peut-être en IMSA éventuellement sur le 24 heures de Daytona, ou sinon chez lui en Supercars, on sait qu'il aime ça, donc je le vois pas arrêter tout de suite sa carrière. En tout cas, en F1, il sera pas l'année prochaine, à moins que Audi l'appelle, mais j'y crois pas trop. Alors là, on ferait une émission complète sur Audi, là, parce que ce serait fou. Oui, je le vois pas arrêter tout de suite sa carrière. En tout cas, c'est mon avis. Un peu à l'image de Button avant qu'il signe en WEC cette année, où il faisait des piges en Super GT, en NASCAR, un petit peu des petits projets un peu sympas aussi à droite à gauche, donc je pense que ça sera là-dessus. Et puis après, s'il veut refaire un championnat, on parle beaucoup de l'endurance parce que c'est là où il y a le plus de possibilités. Je sais pas si ça correspondrait vraiment à son style de pilotage, je trouve pas, mais bon, vu que c'est quelqu'un qui aime le sport auto, il peut essayer et puis il ira bien après. C'est vrai qu'en termes de pilotage, ça s'est dégradé, plus les F1 ont pris du poids. Bon, avec les hypercars actuels, ce serait effectivement peut-être pas tout à fait adapté sur le papier, mais on verra, on n'est jamais à l'abri. En tout cas, voilà, c'était notre petit avis sur Daniel Ricciardo. Et avant de répondre à vos questions, rassurez-vous, on vous fera ça en fin d'émission. Revenons rapidement sur le rallye du Chili qui avait donc lieu ce week-end dans des conditions qui nous faisaient plus penser au rallye de Grande-Bretagne de fin de saison plutôt qu'à un rallye en Amérique du Sud. La victoire est revenue à Kalle Rovanperä devant Elfyn Evans et Ott Tänak. Et autant dire que forcément, Rovanperä qui s'impose, ça ne fait pas un gros changement au championnat pilote, c'est assez certain. Elfyn Evans garde des petites possibilités d'être champion, en finissant deuxième, même si ça va être excessivement compliqué pour le Gallois. Le titre va plus que probablement se jouer entre donc Ott Tänak et Thierry Neuville. Tänak a repris 5 points ce week-end. Donc ça va jouer entre Thierry Neuville et Thierry Neuville. Voilà, parce que à ce rythme-là, il lui faudra encore 12 rallyes à peu près pour remonter, mais il en reste 2. Entre le système actuel, Ogier qui s'est cassé les dents 2 fois de suite, il faudrait un miracle déjà pour Evans et un deuxième miracle pour que Tänak... Ouais, Tänak ça va être compliqué, je pense que là effectivement, surtout que c'est 2 rallyes asphalte, le rallye d'Europe centrale et le Japon, donc Neuville a l'avantage de partir premier cette fois-ci. Il l'a dit, d'ailleurs, dès qu'il est arrivé, il a dit c'est bon. Les graviers, c'est fini, j'en peux plus. Ça fait depuis le Monte Carlo qu'il est en tête du championnat et qu'il balaye pour tout le monde. Donc voilà, il en avait. Même si ce week-end, paradoxalement, samedi-dimanche, c'était un avantage d'être le premier sur la route, puisqu'avec la boue et avec ce sol qui s'était beaucoup compacté aussi, on avait justement une meilleure possibilité en étant devant, ce qu'a montré Sébastien Ogier avec 4 scratchs le dimanche. Il a marqué les 12 points du dimanche, ce qui permet à Toyota de remonter surtout, parce que vous l'aurez compris. Niveau championnat pilote, on va pas vous dire que c'est plié parce que il faut jamais dire que c'est plié avec Thierry Neuville. Je pense que l'histoire nous l'a prouvé depuis plus de 10 ans. Par contre, niveau championnat constructeur, Toyota est revenu sur Hyundai, qui avait réalisé un triplé lors du rallye précédent. Et bien là, Toyota réalise le doublé. Et Sapé Kalapi a abandonné dans l'avant-dernière spéciale pour Hyundai. Donc il n'y a que 2 voitures qui ont marqué. Toyota revient bien. Peut-être qu'ils vont pouvoir aller chercher ce titre, finalement. Il y a un petit match, effectivement. C'est pas la course au titre qu'on aime suivre réellement, le championnat constructeur, surtout quand il n'y a que 3 constructeurs, dont 2 qui peuvent vraiment jouer le titre. Ouais.
Mais ça reste toujours intéressant. Au championnat pilote, Thierry Neuville, voilà, il aura une grosse balle de match en Europe centrale. Là, il y a 17 points d'écart entre les deux constructeurs. On sait qu'en plus, le championnat se termine au Japon. C'est chez Toyota et que Toyota va tout mettre dans la bataille à domicile. Donc oui, c'est intéressant à suivre. Et Toyota a vraiment bien rattrapé le coup après la déroute du rallye de l'Acropole. Oui, clairement. Et d'ailleurs, Toyota, en fait, le mérite très clairement parce que je pense que sur les 11 premières manches, on doit être à 7, 8 ou 9 victoires à Toyota. Donc c'est toujours ce système de points qui est assez incroyable dans le sens où Toyota écrase la concurrence au niveau du classement global, on va dire, rallye par rallye, mais c'est Hyundai qui est en tête quand même, puisque Thierry Neuville, Ott Tanak arrive toujours à aller grappiller ses points à minima du dimanche pour rester dans le match. Donc voilà, après c'est aussi comme ça que le calendrier est fait et que le championnat est fait maintenant, donc il faut l'accepter. Il faut être plus malin, c'est tout. C'est ça. Toyota a beau être plus rapide, faire de meilleurs résultats, mais le système étant comme il est, aussi qu'on le critique ou non, hein, et il n'est pas parfait, hein, loin de là. D'ailleurs, il devrait changer normalement pour l'année prochaine. Mais on pourrait changer il devrait changer. Il y a plusieurs systèmes qui ont été proposés aux écuries pour voir un petit peu lesquels pourraient être privilégiés. C'est encore en discussion. Mais en tout cas, c'est sûr que le système actuel ne restera pas. Beaucoup décrié par tout le monde. Mais c'est vrai que Hyundai et notamment Thierry Neuville ont été les plus malins. Thierry Neuville, il n'a que 2 victoires à son actif. Mais chaque week-end il inscrit beaucoup de points, donc il abandonne pas, il est très régulier. C'est vraiment une saison que j'avais jamais vue chez Thierry Neuville, une saison où il commet peu d'erreurs, où il est très régulier, où il va pas forcément chercher le chrono sur chaque spécial, mais il fait l'épicier, il marque les points là où il faut, et puis au championnat aujourd'hui... C'est le barème qui lui permet aussi. Exactement. Sur un barème traditionnel, il aurait peut-être été obligé de pousser un peu plus. C'est ça, Mais il aurait forcément perdu les commandes du championnat à un moment avec les rallyes terre, donc il aurait pu... Enfin voilà, c'est forcément ce genre de choses. Il est aidé par le barème, il est aidé par le fait que Rovan Perra et Ogier, qui sont les 2 meilleurs pilotes actuels, font pas la saison complète. D'ailleurs, Jari Mattia-Dvala avait dit, globalement l'an prochain, Rovan Perra, c'est saison complète ou rien, parce qu'à un moment donné... même Rovan Perra lui a dit de base que c'était un an de pause. Il s'est reposé, il s'est ressourcé un peu, ce qui est important. Oui. Et là, maintenant, il va revenir l'an prochain. Donc écoutez... Autant vous dire que pour Thierry Neuville, il va peut-être falloir le gagner cette année, parce que c'était vraiment l'année ou jamais. Hein. C'est très mal embarqué. Et déjà que je pense que quand il a vu Ogier revenir à temps complet, il s'est dit oulala, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas, ça. J'aime pas. Par miracle, il a eu 2 sorties Ogier sur la Power Stage de l'Acropole et là vendredi et samedi là. Et sinon, je pense qu'il était pas serein le Thierry pour la fin de saison. Avec, ça aurait été pas simple, hein, franchement. Donc je pense qu'il est... parce que je crois qu'il va sortir de là, s'il est champion, Thierry Neuville, un peu à la Nico Rosberg, dans le sens où, à mon avis, mentalement, il va être rincé, parce qu'il aura passé 9 mois à balayer, à mener, à se dire, mais si je fais une erreur, je perds tout. Enfin, ça doit être mentalement le plus compliqué, parce que effectivement, en termes de performance, il arrive sur le rallye, il sait qu'il a entre guillemets aucune chance sur des rallyes vraiment où il y a beaucoup de balayage, ce genre de choses-là. Donc lui, il assure, il prend pas de risques, mais c'est très frustrant pour un pilote de ne pas pouvoir justement exprimer son plein potentiel. Donc il confirme en Europe centrale en gagnant, comme ça. En gagnant, comme en ça, menant il fait taire les critiques et au moins il gagne clair et net. Voilà. Donc on s'attend à ce que le vendredi, il soit sur le bas-côté en disant voilà... il a gagné l'année dernière. La position d'ouvreur finalement n'était pas si bonne. C'est vrai que sur asphalte... Donc en vrai, il part en favori quand même. Oui, je pense qu'il y a quand même moyen. Puis la Hyundai sur tarmac est très 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 rapide et très efficace. On sait que les rallyes comme le Chili et tout ça, des rallyes où c'est un gravier très glissant, où le pneu peut pas vraiment aller chercher le grip, c'est là où la Hyundai a beaucoup de difficultés par rapport à la Toyota. Donc là maintenant on a 2 rallyes qui sont vraiment à l'avantage de la marque sud-coréenne, donc on verra ce qu'il en sera. Ce sera du 17 au 20 octobre le rallye d'Europe centrale, à suivre évidemment tout le week-end sur Auto Hebdo. Et puis surtout ce sera peut-être donc le titre mondial qui se jouera là, sinon ce sera au Japon à des horaires formidables, sachez-le, ça on attend avec grande impatience. Très matinaux. Et pour terminer, rassurez-vous, on leur posera quand même quelques petites questions à nos amis avant cette fin d'émission, mais d'abord on va répondre à vos
questions. Et sachez que nous avons tous fait le veau. On montre le micro, mais nous ne sommes pas filmés, donc vous ne le savez pas. Mais au moins maintenant, on vous le dit. Ce qui est important, effectivement, on vous a demandé de nous poser quelques questions sur le monde des sports mécaniques. Et donc, on va répondre à celles que nous avons reçues. Parce que c'est plus facile d'ailleurs de répondre à des questions qu'on a reçues qu'à des questions qu'on n'a pas reçues finalement. Des questions qu'on ne nous pose pas, on ne peut pas y répondre. C'est un petit peu logique. On a Benoît sur autohebdo.fr qui nous a demandé, et en plus ça parle du sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Il nous dit: je n'ai jamais compris pourquoi à l'époque Daniel Ricciardo avait eu les faveurs de Red Bull par rapport à Jean-Éric Vergne qu'il avait battu chez Toro Rosso. Quelqu'un a-t-il une explication? Oui. Moi déjà à l'époque j'étais team Jev en plus. À l'époque de la Toro Rosso, en plus j'adorais la voiture. En plus sportivement Jev s'en sortait très 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 bien. Donc oui, quand la place de Weber s'annonce libre l'année suivante, je me suis dit c'est pour Jev. Mais finalement non, c'est Daniel. Pourquoi Plein de raisons. J'ai cru comprendre que Jev a dit que c'était un peu aussi de sa faute s'il n'a pas eu la place. C'est ça, c'est ce qui côté personnalité. Apparemment en interne c'était pas un ange à vivre au quotidien. Mais et après je pense qu'évidemment il y a le côté talent. Je pense que il avait un talent un peu plus naturel, Ricciardo, que. C'était que très. Pour moi, ça se jouait vraiment. Ils étaient aussi ensemble en Formule 1 3.5. C'était très, très, très serré. Enfin, ils ont toujours été vraiment dans cette espèce de bagarre tous les deux. Mais effectivement, comme il l'a dit, notamment dans plusieurs podcasts depuis, depuis il a eu une superbe carrière, notamment en Formule 1 avec 2 titres obtenus là-bas. Enfin voilà, il a quand même aussi fait des belles choses en endurance. Et il a dit, effectivement, peut-être qu'à l'époque, il était jeune, il n'avait pas forcément le bon tempérament, ou alors sans être quelqu'un d'insupportable ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est quelque chose où tu te dis, est-ce qu'on va travailler avec Daniel Ricciardo et avec Jean-Éric Vergne? Peut-être que ça a pesé dans la balance, sachant que chez Toro Rosso, c'était pas non plus, c'était pas à sens unique. Ricciardo se défendait quand même plutôt pas mal. Donc c'était pas à sens unique. Ça faisait plutôt comme sens. tu dis, il y a le côté personnel qui a dû jouer, donc avec un Ricciardo toujours souriant, qui forcément, je pense que pour travailler avec quelqu'un qui est souriant tout le temps, t'as plus envie, il t'entraîne avec lui, et est-ce qu'à l'époque, il pensait déjà à ce côté bankable, marketing? Mais c'est possible. Donc après, est-ce que aussi Red Bull se dit, est-ce que pour la durée, est-ce que c'est pas mieux de miser sur un Ricciardo pour lancer un nouveau projet? Il y a plein de choses. Après, ce sont des coulisses auxquelles on n'aura pas forcément accès. Jev en a quand même un peu parlé, mais on n'aura jamais le vrai mot de l'histoire. Ne pas oublier qu'une équipe aussi a beaucoup plus de données que ce qu'on voit simplement nous. Parfois, on peut avoir même des impressions que ça va à sens unique, mais en fait, l'autre pilote qui n'est pas forcément très bon sur les Grands Prix, il apporte beaucoup en feedback technique. Il y a beaucoup ce genre de choses aussi qui sont à analyser. C'était le rôle de Toro Rosso à l'époque, et maintenant de Racing Bulls. On fait monter des jeunes pilotes, on voit comment ils se débrouillent, et puis le meilleur des deux, on va dire, monte chez Red Bull. C'est un peu toujours la manière de faire. On peut pas dire que ça leur ait pas vraiment souri sur les saisons depuis 2005. C'est-à-dire quand même qu'ils ont gagné 4 titres avec Vettel. Peut-être 4 avec Verstappen. Je vous invite à réécouter le podcast de la semaine dernière pour voir ce qu'on en pense de cette lutte pour le titre entre Max Verstappen et Lando Norris. Mais en tout cas, voilà, les résultats sont là pour la firme autrichienne, ça c'est sûr. On a une question qui nous vient d'Instagram, c'est Formule France qui nous demande « Alors, Bottas ou Bortoleto pour le dernier baquet steak ?» Je tourne ma tête vers Gonzalo Forbes. Moi je dirais Colapinto directement. Voilà, ça me semble logique. Non mais c'est vrai que c'est le dernier baquet en jeu techniquement, même si Lawson n'a pas été confirmé pour 2025. Peut-être que ça va bouger encore chez Red Bull, mais oui, le dernier baquet en jeu, ça reste Sauber Audi, et ça paraît tout aussi ouvert que tout aussi fermé. En même temps, on entend de tout. Que Bortoleto est en pôle, que Bottas a déjà signé pour prolonger, que Vols il veut placer Colapinto parce qu'il l'a convaincu. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui on peut dire tout et n'importe quoi à propos de ce baquet, même si j'ai l'impression qu'il y a quand même 2 candidats qui se détachent entre Bortoleto et Bottas. Après, ça sera Binotto qui tranchera. Il a pris ses fonctions il y a un peu plus d'un mois. Ça sera à lui de jouer. C'est ça. En fait, ce second baquet Audi est tout aussi flou que le projet Audi en lui-même. Genre, ça fait maintenant 2 ans qu'ils ont annoncé leur arrivée en F1. Et on a Hülkenberg pour l'instant. On a Hülkenberg, c'est bien, ils l'ont sécurisé dès le début de saison, très bien. Mais je trouve pas ça normal. Et je pense qu'eux-mêmes n'avaient pas prévu de prendre autant de temps pour choisir un deuxième pilote. Parce que
je pense qu'au début, ils cherchaient un pilote de pointe, Oui. une sorte de un Carlos Sainz, Sainz. Ocon, En fait, Exactement. Ils ne prennent pas le temps de le choisir. Là, ils ne le choisissent plus. Ah là, ils ont Parce plus le qu'ils ont, choix, là, ils ont plus le voilà, choix. ils ont choisi Ocon qui leur a dit non, ils ont choisi Sainz qui leur a dit non. Donc, à En un fait, moment donné. ils ont subi le marché, Audi. Alors, est-ce que c'est par inexpérience que la marque débarque en F1 ? J'en doute, parce que ça reste quand même du personnel Sauber qui connaît très bien la discipline. Mais je trouve pas ça normal pour qu'une telle grande marque comme Audi, qui a eu beaucoup de succès en sport auto, fasse preuve d'attentisme un petit peu, je veux dire. Et aujourd'hui, les choix, je veux pas dire que un Bortoleto ou un Colapinto c'est pas sexy, mais c'est vrai que quand t'es Audi, tu t'attends quand même à avoir un peu un pilote de renom. Et aujourd'hui, on a le choix entre un vétéran qui, ça fait 2 ans, qui traîne en fond de grille et on sait plus vraiment ce qu'il vaut, même s'il a beaucoup d'expérience, il a gagné des grands prix. Un Bortoleto qui est bien parti pour gagner le titre en F2, mais qui a aucune assurance de fonctionner en F1. Et un Colapinto qui, pour l'instant, pour moi, sur le papier, pourrait représenter en fait la meilleure chance, parce qu'en 3 grands prix, il a quand même beaucoup montré. Et aujourd'hui, mais ça me semble bizarre qu'ils ne soient pas encore considérés par Audi, parce que pour l'instant, comme m'a dit Gonzalo, c'est plus James Walls qui pousse pour le placer chez Sauber Audi. Donc, ouais, c'est pas des noms super sexy. Après, on sait que le projet, c'est plus 2026, et peut-être qu'ils vont en prendre le deuxième baquet, ce sera un pilote pour faire une transition d'1 an, histoire de faire progresser c'est pas impossible, l'équipe. ouais. Donc, dans cette optique-là, un Bottas me semblerait plus justifié, un pilote d'expérience. Oui. Et après, on verra. Mais c'est vrai que c'est un peu, je trouve ça très étrange quand même, la situation d'Audi là depuis quelques mois, avec tous les changements dans la direction, etc. C'est un peu assez bizarre. flou. Et même pour moi, ils disent vouloir entrer avec de l'expérience, arriver en F1 avec de l'expérience. L'expérience, ils l'ont avec Hülkenberg. Mais pour moi, un duo Hülkenberg-Bottas, il est très loin d'être rassurant, dans le sens où on a Hülkenberg qui se rapproche de la quarantaine. Certes, il y a l'expérience, mais on parle d'un pilote qui a jamais fait un podium en F1. Certes, cette année avec Haas, il porte Haas, il n'y a aucun doute là-dessus. Et derrière, on le couplerait avec un Bottas qui dit je pilote mieux que chez Mercedes, mais ça se voit pas. Oui, c'est ça. Après, il met Guan Yu Zhou très loin quand même. Oui. Donc ça, effectivement, Il est quand même derrière lui au classement. Voilà. Ce qui est un miracle. Hein, Mon point de référence, Voilà, Guan Yu c'est ça. Zhou, c'est sûr. Voilà. Écoutez, moi je fais avec ce qu'on a. Je pense que hein. Bortoleto, on le met à la place de Bottas demain, il va faire mieux que Guan Yu Zhou, quoi qu'il arrive. Donc, c'est pour ça que ce côté-là, de ne pas prendre de risques, alors qu'on voit que les jeunes aujourd'hui marchent bien, avec Biermann, Colapinto, Antonelli est déjà sûr d'arriver en F1 alors qu'il a 2 ans de monopole dans les jambes. Voilà, c'est ça. Et je me dis, pourquoi pas renouveler, profiter de ce nouvel élan de jeunesse qui arrive dans la F1 pour mettre un Bortoleto, un Colapinto, qui serait associé, quoi qu'il arrive, à un mec d'expérience. Donc, il aura le temps d'apprendre pendant 1 an, et derrière, quand il y a le vrai projet qui arrive en 2026, et alors qu'on sait qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont déjà en F2, même quand ils sont en F3, ils sont tellement formatés dès qu'ils sont en karting. Ils n'ont pas besoin de 4 ans après. En plus, ils sont avec ceux qui sont dans les académies, ils font des roulages privés, donc ils sont assez cadrés. C'est pour ça que pour moi, le projet Audi aujourd'hui est plus que flou, comme a dit Dorian. Ouais, parce que là, en tout cas, à la question, aujourd'hui, avec les indiscrétions qu'on a récoltées, avec en tout cas toutes les informations qui semblent sortir, c'est Bottas. Voilà, c'est Bottas. Maintenant, vous nous reposez la question dans une semaine, ce sera peut-être un autre nom. Enfin voilà, ça change depuis des mois. Tant que c'est pas annoncé, on n'est pas. Ça fait des mois qu'ils disent que c'est dans quelques semaines la décision. Exactement. Ah ouais, mais techniquement, on a quelques semaines. Oui, ça se confirme, c'est pas mal. Tant qu'ils n'ont pas dit c'est en 2024, ils peuvent se permettre de dire que ça ira très bien. On a une question qui nous vient de Q3 Belgium également sur Instagram. Est-ce que le nouveau package de Red Bull pourra inquiéter McLaren à Austin? Parce que c'est vrai que c'est le prochain Grand Prix dans quelques semaines là aussi, comme avec Audi finalement. Mon cher Dorian, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est difficile à dire, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont apporter réellement, on ne sait pas vraiment... sur ce long laps de temps entre 2 Grands Prix, qu'est-ce qu'ils ont le temps de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le temps de faire. Et ils nous promettent une grosse évolution. J'espère déjà pour eux qu'ils vont corriger les défauts de la RB20. Ils ont commencé un peu à apporter des correctifs là, sur les derniers Grands Prix, notamment à Singapour, qui ont eu l'air de fonctionner sur une voiture. Mais sur une voiture. C'est la principale, celle qui importe. Mais...
On verra. Il y a un mois de pause où, on rappelle, les usines ne sont pas fermées, hein, c'est pas comme la pause estivale. Donc Red Bull a vraiment le temps de développer, d'analyser ce qui va pas par rapport au dernier Grand Prix. Après, Red Bull, ça reste quand même l'écurie championne du monde, même s'il y a beaucoup de personnes qui sont parties depuis plusieurs mois. Enfin, qui techniquement ne sont pas partis encore. Qui ne sont pas encore partis. Oui. Peut-être que dans la tête, ils sont partis, mais voilà, ça reste. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans cette équipe qui ont beaucoup de talent aussi et qui sont très forts dans ce qu'ils font au niveau de l'ingénierie, etc. Donc, c'est difficile de prévoir, mais si j'étais McLaren, je ne serais pas serein non plus. Parce qu'on sait très bien qu'un Verstappen, s'il a le bon outil, même si la voiture est moins rapide que la McLaren, il peut toujours surperformer, on va dire, et se remettre à niveau correctement. Donc, on va voir. La tendance, c'est clairement favorable à McLaren, mais la pause est tellement longue et les Grands Prix vont tellement s'enchaîner que tout peut aller très vite. Exactement, donc on verra effectivement ce qu'il en sera, c'est vraiment sur la piste effectivement qu'on pourra voir tout cela. La dernière petite question, elle vient même, voyez-vous, de X, anciennement Twitter, c'est vous dire, c'est formidable, on va toucher absolument tous les réseaux. C'était Romain Tamborino qui nous demandait, ça en est où cette histoire de course sprint des jeunes pilotes à Abu Dhabi? C'est vrai qu'on en parlait assez régulièrement. Quels sont les pilotes pressentis? Est-ce que ce sera diffusé sur Canal? Ça, c'est une question qu'on vous invite à poser à Canal, directement, parce que là on n'a pas... Mais je pense que ça devrait être dans le contrat. Ouais. Bah oui, ça devrait clairement être du contenu F1, ils ont tous les droits d'exploitation, enfin de diffusion. Ce serait bête en tout cas de pas y penser pour la fin. Ils ont la F2, la F3, la F1 Academy, donc je vois pas pourquoi... Où on en est sur cette course des routes? Pour l'instant, on n'a pas vraiment plus d'informations que ce qu'on avait déjà publié, notamment dans le magazine, je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Donc, pour la résumer très globalement, ce qu'on avait dit, c'est une course entre rookies, donc ça serait 10 voitures, une voiture par équipe, un peu à l'image des essais hivernaux ou des essais d'après-saison. Après, il reste beaucoup de choses à déterminer, notamment le format. On partirait sur un format type course sprint, c'est-à-dire on va dire 30 minutes de course et des qualifications, on va dire, réduites. Peut-être simplement une seule séance de qualification, vu qu'il n'y a que 10 voitures, et non pas SQ1, SQ2, SQ3. Il y a beaucoup de choses à déterminer, notamment qu'est-ce qu'on appelle un rookie. Est-ce que c'est, selon la dénomination officielle de la F1, c'est 2 grands prix maximum? Donc ça voudrait dire qu'est-ce qu'un Lawson serait considéré comme un rookie? Normalement non, Colapinto non plus. Voilà. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faudrait que le pilote ait une super licence d'essai libre, donc c'est-à-dire 30 points sur sa super licence, et donc 40. Alors on sait qu'il faut 40 points sur la super licence pour être pilote titulaire en Formule 1. Il y a aussi des choses à régler, notamment au niveau des finances. Est-ce que ça rentre dans le budget cap? Est-ce que c'est quelque chose d'à part? Comment on le finance? Est-ce que les équipes ont prévu ça? Les éléments moteurs. Exactement. Qu'est-ce qu'on prévoit en cas d'accident? Donc il y a beaucoup de choses encore à régler, mais les équipes ont l'air d'être assez avenantes et d'être assez d'accord sur comment articuler tout ça, les droits TV, donc on en a parlé. Donc voilà, ça devrait bientôt se décanter. Parce que la prochaine commission F1. Exactement, ça devrait bientôt se décanter. Et puis après, au niveau des pilotes qui seront choisis, je pense que là, ça va juste être logique par rapport aux académies. On va avoir Hadjar, forcément. Antonelli chez Mercedes, Douane chez Alpine. Exactement. Ils ont besoin du temps de roulage pour l'an prochain. Alex Palou chez McLaren. Exactement, il va être ravi. Non mais Colton Herta a la super licence pour les essais. Voilà. Quelle équipe voudrait mettre Colton Herta? Je ne sais pas, mais moi j'ai une pensée émue d'ores et déjà pour le pilote qui sera choisi pour piloter la Kick-Sauber. Parce qu'au moins, Bottas et Joe, ils peuvent se battre entre eux. Alors là, à 10 voitures, ce serait plus compliqué. Là, on pourrait penser à un Pourchère, mais bon, il y a aussi un Zane Maloney qui est pilote de l'académie. Eux, ils ont du choix. Et alors, puis ils vont choisir pour 2025 les pilotes qui n'est pas issu de leur académie. Voilà. Alors pour le course rookie, ils vont avoir l'embarras du choix. Ou alors, ça se trouve, Binotto attend cette course rookie pour mettre Bortoletto dans la voiture, voir ce qu'il vaut et savoir s'il le prend pour 2025 ou pas. On n'est pas complètement à l'abri non plus. Allez,
Allez, terminons, messieurs, avec ce petit jeu de fin de podcast. Vous commencez à avoir l'habitude. Et j'avoue que Jérémy Satis m'a remplacé avec brio la semaine dernière, voilà, avouons-le. Et c'est vrai que son jeu était, ma foi, fort sympathique. Donc je vais vous poser des questions. Peut-être meilleur. Certainement meilleur. Mais ça, oui, mais ça, clairement. Hein. Vous savez, je me fais pas d'illusions. Mais en tout cas, on va poser des questions, on va dire, peut-être même à question de rapidité. Non, il faut que j'en fasse une chacun, on fera la dernière en rapidité. Mais Daniel Ricciardo, voilà, hein, comme ça on pourra mettre de côté le sujet après. Hein, voilà, on pourra dire qu'on aura on n'en parle plus. Voilà, on aura fait notre émission Daniel Ricciardo. Et la après, semaine prochaine, il est officialisé chez Audi et puis on refait une émission sur Ricciardo. Voilà, pourquoi est-ce que Audi l'a choisi, pourquoi c'est le bon choix et ainsi de suite. Mon cher Dorian, qu'est-ce que je pourrais te poser? Eh bien, Daniel Ricciardo a pris part à 257 Grands Prix. Lesquels? Je les veux dans l'ordre. Alors, on va dire que le premier c'était Silverstone en 2011, mais alors après... C'est bien, allez, plus que 250. Non, après, ce serait un petit peu compliqué. Non, mais Daniel Ricciardo, mon cher Dorian, a terminé sa carrière sur un meilleur tour. Au Grand Prix de Singapour. Combien en a-t-il eu au total? On va partir sur un 11 meilleurs tours. Gonzalo, on lui met à combien près? 2. C'était 17. Ah, bon. Toutes mes confuses, 17 meilleurs tours. Le premier, pour Daniel Ricciardo, hein, histoire de vous donner un petit peu plus d'informations, c'est toujours important, c'était à Abu Dhabi en 2014. D'accord. À toute fin de la saison, sa première saison chez Red Bull. Il n'en avait pas eu du coup quand il gagnait les Grands Prix, quand il a gagné ses 3 victoires cette année-là. Pour notre cher ami Daniel Ricciardo. Que je regarde un petit peu comment je vais cuisiner notre ami Gonzalo Forbes. Si ça c'est la question que je souhaitais poser, qui est peut-être un peu compliquée. Daniel Ricciardo a piloté pour 7 constructeurs, mon cher Gonzalo. 7 constructeurs. En tout cas, 7 incarnations d'équipe, pourrons nous dire. Lesquels? HRT. Oui. Toro Rosso. Oui. Red Bull. Oui. Renault. Oui. McLaren. AlphaTauri et VKRB, Visa Cash, Red Bull, Racing Bulls, machin chouette. Il les a faites dans l'ordre en plus. Bravo. Donc là, je dis chapeau. Là, franchement, effectivement, il a commencé sa carrière chez HRT, il faut pas l'oublier. On se Grand Prix. Racing Team qu'on embrasse. Ouais, petit ange parti trop tôt, clairement, à HRT. D'ailleurs, c'était la saison 2011, celle où il n'y avait pas de sponsor, et donc le sponsor, c'était « Ça pourrait être vous !» Votre logo ici. Avec votre logo ici. Et le meilleur sticker, qui était sur le côté de l'aileron arrière, tu avais une petite flèche avec marqué « La voiture s'arrête là ». J'ai trouvé ce sticker absolument fabuleux. Dorian, pour essayer de recoller un petit peu quand même. Lors de quel Grand Prix Daniel Ricciardo a-t-il réalisé son premier podium en Formule 1? Attention, premier podium dans les résultats officiels. Alors, attends, parce que résultat officiel, ça veut dire qu'il y a Aujourd'hui, quel est son premier podium, quoi, et pas le jour, ce jour-là. On expliquera pourquoi après. C'était en 2014. Premier podium, donc c'était avant le Canada, parce que c'est sa première victoire. Je suis bien embêté parce que j'ai pas la réponse. Donc je vais jouer carte sur table finalement et je vais dire Malaisie. Non, c'était au Grand Prix d'Espagne. Donc dans l'anonymat le plus complet, parce que Grand Prix d'Espagne 2014, je pense qu'on n'a pas vraiment de grands souvenirs de ce Grand Prix-là. Mais je disais pourquoi est-ce que c'est le podium officiel, puisqu'il est monté sur le podium du Grand Prix d'Australie, deuxième, avant d'être disqualifié pour débit d'essence un petit peu trop imposant. Donc voilà, toutes mes confuses, mon cher Dorian. Mais je trouve que Gonzalo a quand même des questions plus faciles que les miennes, je ne veux pas dire, mais je ne vais pas crier au complot. Dorian a une question chiffre. Gonzalo, combien de tours en tête a fait Daniel Ricciardo? Combien de tours en tête? Ah ouais, ok, je retire. À 2 près. À 2. Allez, bonne chance. Ça, ça représente 1656 km. Donc je dirais, allez, 257 tours en tête. 340. On n'était pas loin, franchement, ça reste. L'idée était logique. 340 tours sur 14 129. Qu'il a bouclé. Et la question qui aurait été la question subsidiaire, la question juste prix, s'il y avait besoin de vous départager, messieurs, combien de kilomètres a-t-il fait en Grand Prix de Formule 1, tout simplement? 14 000... Non, ça c'est les tours parcourus, ça. Là, en kilomètres.
Ah, Et qui aurait été le plus proche? C'était l'idée. 93 000, je dirais, moi. 93 000, en Dorian? Grand Prix. Hein. Ouais, en tout cas, c'est l'info que j'ai. Donc on a 93 000 à ma droite. Je vais dire 70 000. Oh, il est pas loin, le Dorian Granger. 71 417 km parcourus en Formule 1, ce qui est quasiment 2 fois le tour de la Terre. Voilà, bravo à lui. Important de mettre comme ça du contexte. Bravo Gonzalo, qui effectivement avait des questions plus faciles, mais il n'avait pas Franco Colapinto ce week-end. Non, Moi c'est j'essaye tu vois, il faut lui rendre le sourire. Là. Ça aurait été Daniel Ricciardo, j'aurais pu poser n'importe quoi, il y a toujours le sourire, mais là c'est important, c'est la logique. Dites-nous évidemment hein, sur les réseaux si vous les aviez quand même ces réponses. Je pense que les kilomètres, les tours parcourus, tout ça, si vous dites oui, il y a eu de la triche, hein, c'est très possible. C'est ça. En tout cas, c'est ici qu'on va terminer ce nouvel épisode de l'Hot Lap. Merci de l'avoir suivi, déjà le 7e. On se retrouvera la semaine prochaine pour le 8e, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Gonzalo, merci Dorian. Merci à toi. Et puis écoutez, Merci à vous. à la semaine prochaine. N'oubliez pas, 20h, Auto Hebdo en version numérique. Et on ne peut pas vous dire qui sera sur la couverture, parce que pour l'instant, on ne le sait pas encore. On est en début de journée, on va le découvrir. Mystère et boule de gobe, vous le découvrirez à partir de 20h. Le magazine sortira évidemment en version papier dans les kiosques à partir de mercredi. Bonne semaine tout le monde. À la prochaine. Ciao, ciao.